Bonjour à tous, c'est AT, j'étais pilote de chasse et notamment pilote de super étendard pour la marine française pendant 13 ans. Aujourd'hui, vidéo sur un combat entre deux super étendards contre un arrière. Spoiler alerte, le super étendard se met en position de tir. Comment ça se fait? C'est parti, intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, moi c'est AT. C'était mon nom de guerre, mon call sign en tant que pilote de chasse embarqué. J'étais instructeur sur Super Étendard et sur Rafale Marine. Les images qu'on va voir, ce sont des images que j'ai filmées. Alors, jeune équipier opérationnel sur Super Étendard. J'ai environ 800 heures de vol sur Super, plus d'une centaine d'appontages. 2 jours, mais également 2 nuits. J'étais qualifié hibou. On va tout de suite s'intéresser un petit peu au matériel en jeu dans cette vidéo. Vous allez voir du super étendard et du arrière. Le super étendard, deux aéronefs dans ce combat. D'où est-ce qu'ils proviennent? Ils proviennent du porte-avions Charles de Gaulle de la Marine nationale. Le porte-avions français, 40 000 tonnes de diplomatie. Porte-avions américain, c'est à peu près 100 000 tonnes. 261,50 m de long. Au moment des opérations, une flottille embarquée. Une flottille, c'est comme un escadron, mais version marine. Une flottille embarquée avec des super étendards. Une flottille embarquée avec des rafales. Et bien là, ce sont deux super étendards, avions à la base conçus pour de l'anti-surface, mais qui a quand même des capacités RR. On s'entraînait à faire du GCI, Ground Control Interception, donc de l'interception basique, principalement subsonique, avec des missiles d'autoprotection, comme on aime le dire, magiques, de missiles autoguidés d'interception et de combat. Missiles infrarouges qui viennent détecter une source de chaleur et viennent se guider dessus. On peut en embarquer deux. Cette vidéo vient d'un entraînement entre les Français et les Italiens au large de l'Italie. On est avec Rome Military Control, ça s'entend un petit peu à l'accent. En face, on a un AV8 de la marine italienne. La marine italienne, ce sont deux porte-aéronefs, le numéro 551 et le numéro 550. Les images que là on peut voir, c'est en 2013 dans le golfe arabo-persique avec le Conte di Cavour, avec le Charles de Gaulle et l'USS Harry S. Truman. USS Harry S. Truman sur lequel j'ai eu la chance de faire ma qualification à l'appontage en T45C en 2010. Le Cavour, 27 000 tonnes de diplomatie, 244 mètres, possibilité de prendre une grosse dizaine de arrière et il va bientôt accueillir les F-35. La marine italienne remplace ses AV-8 par des F-35. Le Giuseppe Garibaldi, numéro 551, 14 000 tonnes et 180 mètres de long. C'est pour ça que vous voyez, le Cavour est beaucoup plus gros que le Garibaldi. Le Cavour a été lancé vraiment en 2008, le Garibaldi en 1985. On a donc une vraie génération d'écart entre les deux. Qui était Cavour et qui était Garibaldi? L'un était général, l'autre était homme politique et les deux ont travaillé la réunification de l'Italie dans les années 1860. Réunification d'Italie qui a eu lieu en 1870. Donc deux personnages clés pour la nation italienne, d'où ces noms pour les bateaux les plus impressionnants et les plus efficaces de la marine italienne. On va faire un petit focus sur les Malouines. Les Malouines, c'était en 1982, entre avril et juin, plus de 900 morts au combat entre l'armée argentine qui voulait rendre les îles Malouines, les Falklands Islands, situées dans le sud de l'Atlantique, et toute l'armée britannique qui a dû descendre dans l'Atlantique Sud. Je ne vais pas vous faire tout le détail de la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Argentins ont surnommé les AV-8 arrière la Muerta Negra. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu plus de 30 victoires aériennes, les Anglais avec leur arrière, et ils ont perdu 9 aéronefs. 4 en accident et 5 abattus par la DCA, la défense sol-air argentine. Aucun arrière n'a été perdu en combat aérien. Les arrières se sont principalement frottés à des Pucara, ils se sont frottés également à des Mirage 3, qui à chaque fois étaient en limite de portée pétrole, donc c'est très compliqué pour les Argentins qui arrivaient du continent. Par contre, il n'y a eu aucun combat, à ma connaissance, entre super étendards et arrière, parce que les Argentins n'avaient que 5 super étendards, que les super étendards étaient là pour tirer des missiles anti-surface AM-39 Exocet, et que l'objectif tactique pour réussir à faire ça, c'est d'éviter les lignes de protection de l'aviation de chasse britannique, et du coup ils ont fait le tour. Bref, ils ont été assez malins les Argentins, ce qui leur a permis de couler le HMS Sheffield, HMS pour Her Majesty Ship, qui veut dire le bateau de Sa Majesté. Donc le HMS Sheffield a été touché et il semblerait également qu'il y ait d'autres bateaux anglais qui aient fait les frais de l'M39 Exocet. On va regarder en vitesse réelle le combat. L'idée, c'est de vous montrer l'efficacité des leurres infrarouges. Vous allez voir, les leurres infrarouges sont très efficaces. Et de manière à bien comprendre ce qu'on va voir, on va étudier un petit peu le Head-Up Display, la CTH, le collimateur tête haute,
du super étendard. Sur cette CTH, ça commence par l'échelle des caps. Là, on voit qu'on est au cap 215. Ensuite, on a R09, range 0,9 miles, donc c'est 0,9 nautique. Le diamètre de 10 mètres, c'est le diamètre qu'on vient rentrer à la main pour avoir des senseurs qui marchent bien. SHP, c'est Sharp, c'est une aide normalement, une option qu'on devait avoir sur le super étendard qu'on n'a jamais eu. On a toujours ce message d'erreur en fait dans l'avion. 16 900, c'est notre altitude barométrique. Donc, différence entre une altitude barométrique et hauteur radiosonde. Le baromètre dépend du calage que vous avez mis dans vos instruments. Si vous faites une erreur de calage, vous allez avoir des soucis. Là, on a les barres verticales qui nous disent en fait le mode de recherche, le mode combat de notre radar et de nos systèmes. 15 N5, c'est pas un boys band. 15 nautiques du point de navigation 5, 186 nœuds de vitesse indiqués. Vous voyez, ce sont des cockpits qui sont des VTH qui sont très simples pour cette génération d'avions, beaucoup moins chargés que ce qu'on peut avoir sur Rafale. Néanmoins, la contrepartie, c'est qu'on a moins d'informations. The stool is in trail of the Bandit, 2 miles in trail. Bandit in a right-hand turn, flaring right now. Reverse to the next needed. Office Tele 1. Take up 2131. Leader margin is amended to confirm salut visual. Affirm, I'm moving in for a shot on the area. Copy. Leader engage defensive left hand turn slow. Dash 2 is offensive on the area. Salut visual. Fox 2. Acknowledge. Dash 2 is in a shooting position with behind the Bandit. Copy, terminate. Zero 090. Off terminate. Bienvenue à bord de mon super étendard. On est donc au large de l'Italie, dans une zone ségrégée, une zone réservée pour notre entraînement. En moyenne altitude, on est aux alentours des 10 à 20 000 pieds. En combat, un avion comme le super étendard, il va être à l'aise en dessous de 15 000 pieds, jusqu'à 20 000 pieds à peu près maximum. Si vous montez au-dessus, c'est les avions plus performants, plus puissants qui vont y être à l'aise. Typiquement aux alentours des 40 000 pieds, c'est un peu le domaine des Typhoons. Chaque avion a un petit peu ses altitudes. Le Harrier, c'est, on va dire aux alentours des 5 à 15 000 pieds qu'il est à l'aise. Donc on était dans cet espace aérien là. Pour le setup de départ, nous sommes séparés. Imaginez, ça c'est moi, ça c'est mon leader. Plutôt qu'être l'un à côté de l'autre, très proche, et d'être facile à repérer pour le Harrier qui est tout seul, on a décidé de se mettre de front, comme ça initialement avec plusieurs nautiques entre nous pour forcer le croisement du Harrier sur un des deux aéronefs et permettre à l'autre de venir lui faire une beam entry, exactement ce que j'explique dans la vidéo Top Gun VF, ce que voulait faire Maverick et Cougar. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez voir un petit peu une explication de 2 minutes sur la géométrie. Mais là l'idée c'est de faire ça, c'était de permettre à un avion de croiser et à l'autre de venir se mettre en situation offensive de suite. Donc là, à ce moment, je suis en virage pour me rapprocher un petit peu de la zone de combat parce que le Harrier est en train de se rapprocher de mon leader. Dash 2 is in trail of the Bandit, 2 miles in trail. Bandit in a right-hand turn, flaring right now. Reverse to the next needed. Office Tele 1. Au final, le Harrier est Tally 1, mon leader est Tally 1 et moi je suis Tally Visual, ce qui est ce qu'on recherche pour ce genre d'entraînement. Il faut toujours que le non-engage fighter, le chasseur qui n'est pas engagé, donc dans ce cas-là c'est moi, ait une bonne représentation visuelle de ce qui se passe afin d'assurer la déconfliction. Et dans ce cas-là, c'est moi qui suis responsable de ne pas rentrer dans mes deux camarades. Suite à mon annonce de Tally sur le Harrier, celui-ci sait que je suis en train de me rapprocher. Il envoie des flares, leur infrarouge derrière son aéronef pour se prémunir d'un tir Fox 2 à quelques nautiques. Spontanément, quand il envoie ces flares, vous entendez le bip qui est le bruit de mon missile infrarouge qui tout de suite accroche cette source de chaleur et me dit « Oh, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, appuie sur le microbe ». Il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça sera un missile perdu. Là, je suis passé en réticule canon. J'essaye de faire décrocher mes senseurs
de mon leader. Je suis actuellement accroché à un nautique 4 radar, eh bien je suis accroché sur mon leader. Donc j'essaie d'accrocher plutôt le arrière, ça sera plus efficace pour moi. Donc je fais un petit changement au niveau de mes commandes pour essayer de requérir un accrochage sur le arrière. On commence à voir arriver la croix de mon leader, donc là maintenant ça sert à rien que je tire missile. Pourquoi? Parce que je ne saurais pas m'assurer que mon missile va aller sur le bon aéronef. Là, si je décide de passer Magic 2 et de tirer, il y a de grandes chances que mon missile aille sur l'avion de mon leader, ce qui n'est plus tout ce que je veux, ce qui est un peu une contrainte avec les avions de cette génération-là. Avec un avion type le Rafale, vous avez un pouvoir plus important pour savoir où va votre missile. Leader, marge nous a demandé tout confirme salut visual. Voilà, donc là, mon leader merge avec le bandit. On voit bien que le leader se situe là, que j'ai un retard au niveau de mon radar. Hein, c'est de l'avion d'ancienne génération. Et ici, j'ai le Harrier. Le Harrier est à peu près un nautique de moi. Mon leader est un nautique 2. Le Harrier en train de croiser avec mon leader. Et là, vous allez voir, le Harrier va avoir un rayon de virage, une vitesse pour se retourner assez impressionnante. Forcément, au moment où il va venir passer sur la droite, moi, ça me donnait une opportunité de tir qui ne va pas durer très longtemps. Moving in for a shot on the area. Donc là, je dis que je vais pouvoir tirer. Au moment où je dis ça, lui, il l'entend. Il est sur la même fréquence que nous pour des raisons de sécurité, alors qu'il ne me voit pas. Et il envoie des leurres infrarouges qui m'empêchent de tirer. Donc même si je suis dans une parfaite position pour ouvrir le feu, je ne vais pas pouvoir tirer parce que je ne peux pas m'assurer que mon missile va bien au but. Et j'ai que 2 missiles. Donc là on entend bien que mon missile infrarouge il est super content, il a trouvé quelque chose qui l'intéresse. Encore une fois sûrement c'est leurre. On voit au niveau des bouts là, des leurres qu'ils sont pris au niveau de la turbulence, du vortex un peu du arrière. Et là le pilote de arrière vient vraiment retourner son avion de manière très agressive. Leader engage defensive left center no slow. Du coup mon leader ne peut pas vraiment sortir avec son long de virage qui n'est pas du tout le même, se retrouve en position défensive. Il a le nose vers le bas, le nez vers le bas pour essayer de faire de l'énergie. Et là, c'est à moi d'essayer de venir me placer, réussir à prendre un tir sur le arrière, chose qui n'est pas facile parce qu'il leurre très bien. Dash 2 is offensive on the area. Donc là, je suis offensif sur le arrière, effectivement, j'ai un bip. Il est possible que ce soit le arrière, il est possible que ce soit les leurres infrarouges qui brûlent encore hors écran, et il est probable que ce soit les leurres infrarouges même. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de pousser sur mon manche, je pousse pour pousser, et là, c'est vraiment pas un bon moment où tirer un missile de toute façon, donc il faut que j'attende d'avoir des éléments un peu plus stables, dépointer, mettre mon nez un petit peu vers l'avant par rapport à l'adversaire pour pouvoir ouvrir le feu. Salut visual. Là, vous voyez, il a encore tiré un leurre, donc là, le arrière est vraiment dans une position défensive, il en a conscience et il leurre pour m'empêcher de tirer. Mon leader annonce tally visual, mon leader me voit et voit également le arrière. Je suis maintenant dans une bonne position de tir et je décide de prendre le tir à 0,4 nautique du arrière. Dans la foulée, je passe canon pour essayer de transformer l'essai. Je suis à assez basse vitesse, 218 nœuds. Et là, donc, en termes de nose authority, en termes d'autorité au niveau du nez, c'est pas ce que je voudrais. Et je me retrouve à ouvrir le feu, vous voyez, avec le carré noir, c'est-à-dire que j'ouvre le feu. J'ouvre le feu canon, mes obus de 30 mm qui font 480 grammes chacun, mais ça passe au-dessus du arrière. Néanmoins, dans la vraie vie, j'aurais ouvert le feu comme ça, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance, mais c'est pas du tout un tir valide, je pense pas que j'aurais touché. Néanmoins, il aurait vu passer les obus, ça peut influer sur sa prise de décision et ça aurait sûrement forcé un break vers moi, ce qui aurait arrêté son positionnement offensif sur mon leader. Néanmoins, là, c'est un tir qui n'est pas du tout valide. Dash 2 is in a shooting position with behind the bandit. Donc là, je suis en train de relâcher un petit peu la pression pour me placer dans la control zone dont je parlais dans les vidéos de dogfight. À ce moment-là, j'annonce à mon leader que je suis dans une position ultra offensive de laquelle j'ai de grandes chances de pouvoir rester pendant un bout de temps. L'objectif de ce vol, c'était de travailler les mises en place initiales et j'avais été briefé en tant qu'équipier. Une fois que tu es dans une bonne position de tir que tu peux maintenir, eh bien tu l'annonces, on arrêtera le scénario par un terminate et on refera un nouveau scénario. Donc là, j'exécute ce qui m'a été demandé au briefing. Et donc là, mon leader annonce le terminate. On va tous se resetter, prendre un cap est pour se remettre tous de front et faire un nouveau scénario un peu plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Suite à un croisement arrière contre super étendard, le arrière a une capacité de virage qui est beaucoup plus forte que celle du super étendard et se retrouve en un demi-tour complètement offensif.
Néanmoins, si le super étendard est malin et n'est pas parti tout seul au combat, qu'il s'est bien positionné en termes de patrouille, que l'équipier était à plus de 2 nautiques, eh bien ça permet lors du croisement avec le harrier de le surprendre et de placer un des 2 aéronefs, un des 2 super étendards dans une position de tir quasiment instantanément. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Le harrier peut survivre un peu plus longtemps en lâchant des leurres. Il pourra peut-être garder ses leurres assez longtemps parce qu'ils en ont quand même quelques-uns pour se mettre en position d'ouverture du feu sur le premier super étendard et l'abattre. Néanmoins, derrière, il sera puni par le deuxième super étendard. Donc si vous mettez bien, si vous travaillez bien en équipe à 2 contre 1, super étendard contre arrière, vous pouvez vous attendre à réussir à abattre le arrière, peut-être au prix d'une perte de super étendard. Si vous êtes 1 contre 1, super étendard contre arrière, à pilote et égal, en setup neutre, donc personne qui a un avantage sur personne et vous faites ça vraiment à vue, dans ce cas-là, le arrière va mieux bouger. Encore une fois, ça dépend beaucoup des pilotes, ça dépend beaucoup des conditions, ça dépend beaucoup du cadre tactique. Pourquoi? Parce que c'est votre devoir, et on l'a vu au Malouine, de vous mettre dans les bonnes dispositions pour gagner le combat. Les super étendards argentins avaient comme objectif d'aller tirer des bateaux, pas de se battre contre des arrières. Ils ont tout mis en œuvre pour jamais croiser les arrières. Ils ont réussi à jamais croiser 2 arrières. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas juste vouloir comparer bêtement 2 aéronefs. C'est important de comprendre l'idée générale. Le super étendard est un tueur de bateau, ce n'est pas du tout un tueur d'intercepteur. Le arrière, lui, du coup, va devoir forcer ce combat, va devoir se mettre en place pour ce combat et ne pas venir en excès de confiance face à un aéronef qui peut-être est plus nombreux que ce qu'il pensait et peut le surprendre. Voilà pour le débriefing. Abonnez-vous, j'essaye de sortir un maximum de vidéos en ce moment. À très vite, stay safe.